les cafés Malongo. Bonsoir, fin du G8 à Denver aux États-Unis. Les pays les plus industrialisés de la planète ont signé une déclaration commune avec plusieurs promesses. Mais surtout, on retiendra de ce sommet l'entrée de la Russie dans le club le plus fermé de la planète. Bref, un bilan assez mitigé. Sur place, Régis Faucon. C'est l'Amérique comme on l'aime, celle que Bill Clinton a voulu montrer à ses hôtes, ses amis, chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est pour la galerie, mais pour le reste, les Américains sont incorrigibles. Persuadés qu'ils sont d'être les meilleurs, ils veulent exporter leur modèle. Ils ont trouvé en face d'eux des Européens n'ayant pas envie de s'en laisser compter. Ils ont leurs problèmes, mais les solutions ne viennent pas obligatoirement d'outre-Atlantique. Du coup, dans sa déclaration finale, Bill Clinton est resté très général sur les questions économiques. Boris Eltsine a fait ici son numéro de charme habituel. Les chefs d'État entendent l'amadouer pour qu'il joue le jeu dans l'affaire de l'élargissement de l'OTAN à l'Est, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. La Russie espère bien avoir gagné ici une place à part entière dans le G7 devenu G8. Tenue décontractée, chemise ouverte, l'image est séduisante des hommes les plus puissants de la planète, mais on peut se demander ce qui est le plus important, ce qui les rapproche ou ce qui les sépare. L'intérêt d'être entre amis, c'est que l'on peut se dire ces quatre vérités, et c'est ce qui s'est passé ici à Denver. C'est même probablement le principal résultat, un résultat un peu amer. Les Américains superstars ne se sont pas privés de donner des leçons à tout le monde, et d'abord à ces Européens qui peinent sur le chemin de l'union et de la croissance. Pour le reste, les limites de cet exercice, sorte de réunion du gouvernement du monde, c'est que l'on parle de tous les problèmes sans en régler vraiment aucun. En France, le groupe Casino a été condamné à verser 1 900 000 francs d'indemnité à l'une de ses employées qui a perdu un bras lors de l'effondrement d'un supermarché à Nice il y a 3 ans et demi. François Maisonneuve. Yolande Piras a obtenu 1 970 000 francs de dommages et intérêts pour la perte de son bras gauche, soit la réparation la plus élevée attribuée aux victimes de l'accident du supermarché Casino de Nice. Une somme qui pourtant n'effacera jamais son handicap. Le jour où le toit du supermarché Casino s'est effondré, le 26 janvier 1994, Yolande travaillait sur un stand de charcuterie. Elle est restée bloquée pendant 4 heures sous les décombres, respirant à peine et sans pouvoir appeler avant qu'un chien sauveteur ne finisse par la trouver. Ce jour-là, 97 autres personnes ont été blessées et 3 y ont laissé leur vie. C'est une horreur que j'ai vécue, terrorisée. J'ai le bras qui me fait mal, je suis handicapée, on ne peut pas oublier, même si on veut passer au-dessus, on n'y arrive pas. C'est pas possible, l'argent il n'efface pas ça. Moi j'aurais préféré mon petit salaire que je faisais réquérac à la fin du mois, j'attendais ma paye parce que j'en avais plus, mais aujourd'hui je reconnais que j'étais plus heureuse. Examinée à 3 reprises par des experts, Yolande Piras avait refusé une prothèse proposée par l'assureur de Casino pour réduire son handicap, mais aussi le montant des dommages et intérêts. Au lendemain du suicide d'une 4e personne, après le coup de filet dans les milieux pédophiles, la famille a décidé de porter plainte contre les enquêteurs. Écoutez l'avocat de la famille. Semblablement avoir une action double, qui est une plainte qui sera déposée pour la mise en danger de la vie de Gilbert Pic. C'est une disposition de la nouvelle loi de 1994 qui permettra très certainement de savoir comment les choses se sont passées et comment Gilbert Pic a vu son nom jeté en pâture. Nous aurons également une recherche sur la violation du secret de l'instruction. Que la presse soit informée, c'est quelque chose de tout à fait normal. Que la presse puisse s'informer également du côté de la défense, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on utilise la presse comme l'ont fait les magistrats dans cette affaire pour se faire mousser, car il n'y a pas d'autre mot que cela, lorsque les magistrats utilisent la presse pour se faire mousser, je crois que c'est ni à l'honneur de la justice, ni à l'honneur de la presse. Et je vous rappelle que depuis le début de l'opération Ado 71, 3 autres suspects se sont donné la mort, 24 personnes ont été placées derrière les barreaux et 300 autres ont été mises en examen. Et puis dans la journée s'ouvre à Grenoble le procès de la tragédie du Drac. En décembre 1995, une institutrice avait emmené ses élèves en classe nature pour observer les castors sur les bords de la rivière, mais EDF a ouvert un barrage en amont. Bilan 6 enfants et une accompagnatrice mort noyée. Catherine Verger.
4 décembre 95, 22 enfants accompagnés de 2 adultes font une sortie nature pour observer les castors sur les rives du Drac. Alors que le groupe est au beau milieu du lit de la rivière, sur une sorte d'îlot caillouteux, l'eau se met à monter brusquement. C'est EDF qui fait un lâcher de barrage à 4 km en amont. 6 enfants et une accompagnatrice se noient. Le reste du groupe réussit à regagner la rive. 7 personnes ainsi que la ville de Grenoble comparaissent demain devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Parmi les prévenus, des responsables d'EDF, ils devront s'expliquer sur la façon dont se passent ces fameux lâchers de barrage. En accusation également, l'inspecteur d'académie de Grenoble, mais aussi la directrice d'école et l'institutrice rescapée. Elle n'aurait pas prévenu EDF de la présence des enfants ce jour-là au bord du Drac. Un secteur réputé dangereux, des pancartes signalent un peu partout le danger. Les parents des petites victimes ont appelé demain à un rassemblement devant le tribunal de Grenoble à l'occasion de l'ouverture du procès. Les familles qui ont plus de 2 enfants et qui gagnent 25 000 francs par mois toucheront les allocations familiales. C'est Catherine Trautmann, le porte-parole du gouvernement, qui l'a annoncé. De son côté, Martine Aubry, numéro 2 de l'équipe Jospin, a promis d'ouvrir des négociations avec les associations familiales. Ça fait 20 ans que l'on dit qu'il faudrait plafonner les allocations familiales et qu'effectivement, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, il faut d'abord que les familles modestes et moyennes puissent utiliser ces allocations familiales alors qu'elles ne sont pas d'une utilité première pour les familles aisées. Mais si vous vous concertez avec tout le monde, pourquoi pas avec les familles pour Mais ça? nous allons nous concerter. J'ai déjà eu le président de l'UNAF, les syndicats que je vais voir cette semaine. Non, parce que ce que Lionel Jospin a dit, si nous n'avions pas mis un chiffre, rien ne se serait fait. Donc ce chiffre, c'est un chiffre moyen à partir duquel nous allons discuter. Qu'est-ce qu'on met dans ce salaire? Qu'est-ce qu'on rajoute par enfant au-delà du 3e enfant? Tout ça, nous allons le discuter dans les jours qui viennent et la concertation aura lieu. En Centrafrique, c'est la confusion. D'abord, il y a eu des combats très violents dans l'après-midi à Bangui entre les ex-mutins et la force d'interposition africaine censée appliquer le plan de paix. On parle d'une trentaine de nouveaux morts, mais le calme serait revenu après l'intervention des soldats français. L'Irak juge inacceptable la résolution de l'ONU qui lui demande de laisser les observateurs internationaux vérifier le désarmement du pays. À nouveau, le mystère Pol Pot. Samedi, le Cambodge annonçait qu'il s'était rendu et qu'il était vivant. Dans la journée, l'un des 2 premiers ministres cambodgiens a affirmé au contraire qu'il était mort. Sur place, Catherine Gentil. La vie tourne comme un manège détraqué en ce moment au Cambodge. Les informations vont et viennent au gré des hommes politiques, ou plutôt de leurs intérêts. Et il faut être un enfant pour trouver que la vie est drôle aujourd'hui à Phnom Penh. Résumons. Ce matin, le Premier ministre, Ranariddh, annonce que Pol Pot est gravement malade. 1 heure plus tard, le second Premier ministre, Hun Sen, déclare que le même Pol Pot est mort. Enfin, dans l'après-midi, un général célèbre affirme avoir vu le père des Khmers rouges vivant dans la matinée. En attendant que leurs dirigeants se mettent d'accord entre eux, les Cambodgiens continuent à vivre normalement. Quant aux militaires, alors que la tension politique est extrême et qu'il y a eu des affrontements armés il y a quelques jours, ils déambulaient tranquillement le long du palais royal. On en oublierait presque les manœuvres du pouvoir concernant les Khmers rouges. Mort ou vif, Pol Pot empoisonnera encore longtemps la vie du Cambodge. Et les responsables actuels, à force de l'utiliser pour des raisons politiciennes plus ou moins avouables, vont finir par se discréditer complètement. Le nouveau leader socialiste espagnol s'appelle Joaquín Almunia. Il succède à Felipe González qui a démissionné de la présidence du PSOE. Fin du Salon du Bourget avec le grand meeting aérien. Les spectateurs ont pu découvrir le Sukhoi 32, un avion d'attaque russe reconnaissable à sa couleur bleu ciel. Sinon, le bilan est plutôt positif. Les affaires ont repris, Michel Chevalet. S'il faut retenir 4 chiffres de ce salon du Bourget, on notera 1. 60 milliards de commandes, ce qui est énorme. 2. 125 avions vendus, dont 70 avions d'affaires. 3. Une fréquentation en augmentation du côté des professionnels et surtout des étrangers, plus 10%. Enfin 4. Un show aérien qui parfois a connu une ampleur exceptionnelle avec près de 4 heures de démonstration. Pas de grande nouveauté, si ce n'est la confirmation
de la supériorité aérienne qu'offre la poussée vectorielle, avec la magnifique démonstration de ce chasseur-bombardier d'un autre temps, le Sukhoi 37. Nous n'avons pas eu l'annonce de la construction du lancement du programme du super jumbo, l'Airbus A3XX. Par contre, renforcement de la concurrence entre Airbus et Boeing, avec bien entendu à l'horizon la menace de représailles du côté de Bruxelles. Et puis, dans ce salon, la toile de fond restera l'annonce par M. Jospin, le Premier ministre, d'une restructuration de toute l'industrie spatiale, aéronautique et électronique, et qu'il n'y aura pas d'autre programme maintenant que dans un cadre européen. Les sports, Guillaume Raoult a finalement dû s'incliner contre le néerlandais Krajicek en finale du tournoi sur gazon de Rosmalen aux Pays-Bas. 6-4, 7-6, c'est quand même plutôt de bon augure pour le Français qui sera à Wimbledon dans la matinée. Bastia bien parti dans la Coupe Intertoto. Les Corses ont battu l'équipe croate de Vatski Dragovoljak 1-0. Et puis l'équipe de France d'athlétisme a eu chaud au championnat d'Europe de Munich. Les hommes comme les femmes ont terminé 6e sur les 8 nations engagées, ce qui permet quand même aux Français de rester dans l'élite de l'athlétisme. Alex Tsoul pourrait bien ne pas participer au Tour de France. Le coéquipier de Laurent Jalabert s'est cassé une clavicule lors du Tour de Suisse et le départ de la grande boucle sera donné le 5 juillet prochain à Rouen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne nuit. Une petite fille, une brave gamine sans malice, mais sa tête